On va questionner l'intime, la question du mariage et de la famille dans cette problématique de faire oublier la catégorisation raciale. On va aussi s'interroger aux stratégies des individus par les sacrements pour effacer la macule. Alors, sans plus tarder, je vais présenter le premier intervenant, donc, Antonio de Almeida Mendes, maître de conférence en histoire moderne à Nantes Université, directeur du département d'histoire, bien sûr, chose qui est très important. Si, pour moi, ça compte. Spécialiste de l'esclavage et des traites négrières de la première modernité du XIVe au XVIe siècle, il a consacré de nombreux travaux à l'histoire de l'Afrique lusophone et ces dernières années, il s'est particulièrement penché sur les interconnexions entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest et l'esclavage des Africains en péninsule ibérique, notamment la construction des hiérarchies de statut héritées de l'esclavage dans le monde ibérique. Il va nous parler aujourd'hui des gens de couleur face au mariage, à l'Église et à la société ibérique au XVIIe et XVIIIe siècle. Merci Virginie pour ces mots. Formidable. Merci. Voilà, je voudrais vraiment remercier Vincent Baptiste et le projet RELRAS parce que vous présentez hier, c'est autre chose que Staraco. C'est beaucoup mieux parce que nous, on était dans cette lecture il y a quelques années, quand on avait pensé à Clément qui n'est pas là, on s'était positionné par rapport contre l'histoire de l'Afrique anglo-saxonne. C'était une lecture qui voulait sortir de ce rapport un peu coloriste et questionner la dimension sociale, historique de la race. Et on n'avait pas du tout, alors par manque de compétences, parce que sans doute aussi, c'était pas au cœur des réflexions à l'époque, à questionner la dimension religieuse qui est fondamentale pour penser à la fois à la construction des catégories, mais aussi les générations qui se transmettent par le sang. On avait déjà abordé la question du sang, mais sous une question qui est une question, alors, la déformation de nos travaux, très coloriste à l'époque, et de se positionner par rapport à une lecture avant le XVIIIe siècle, des rapports politiques et sociaux. Et tout ça, j'espère qu'on pourra le mener à terme, parce qu'on va sortir des ouvrages. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, j'ai essayé de rentrer dans la thématique et bon élève de répondre à la demande, en sachant que je ne suis pas spécialiste de l'histoire religieuse. La question, peut-être voilà, des théories, cette question-là va m'échapper, et par ailleurs, j'ai pas eu le temps de le préparer autant que je le voudrais en termes de lecture, mais je vais partir d'une étude de cas, parce que parmi mes projets d'habilitation, c'est un projet qui va aboutir à la fin de l'année. Je suis en train de constituer, grâce bien sûr à l'aide du CRHIA, je voudrais aussi remercier, j'en profite, Eric, qui a bien voulu que cette manifestation se tienne et qui nous encourage depuis de longues années à travailler sur ces questions qui sont posées problème dans d'autres lieux, et aussi souligner l'investissement sans fin de Sacha Dorigny au sein du CRHIA, parce que de plus en plus, ça repose sur la capacité de collègues, et pas seulement de collègues, à faire du travail gratuit. Ça repose sur de la bonne volonté. Et c'est important de le dire, sinon il n'y aurait plus de manifestation scientifique si on devait compter nos heures. Et ça, c'est vraiment dommage au niveau de la présidence, on soit tout le temps en train de nous solliciter pour faire de la publicité et que ces manifestations-là soient pas appuyées, parce que c'est le cœur de notre métier. Je ferme la parenthèse. Et donc, ce projet, il repose sur une base de données, donc un travail que je mène depuis longtemps, mais qui a été possible grâce au soutien de projets et notamment du CRHIA, qui est la constitution d'une base de données qui, à terme, aura 25 000 noms, qui sont pas des procès de mariage, mais qui sont des légitimations de demande de sens de banque. Donc, on a, à terme, on a quelque chose qui sont près de 2800 procès qui concernent des individus de couleur. Alors, je dis de couleur parce qu'il y a aussi des Indiens. Et la catégorie africaine n'apparaît pas à l'époque. C'est des gens qui viennent d'espace géographique, qui sont définis déjà par rapport à leur couleur, mais aussi par rapport à une appartenance géographique. Ça, c'est important pour le penser. Donc, à terme, il y aura 2700 procès, donc, ce qui veut dire à terme 60 000 individus, une base de données énorme, qui permettra alors de construire des rapports sociaux et de revenir sur la voie de ces individus, parce qu'on les voit en action. Et c'est eux qui vont devant la justice religieuse, et les témoins, ce sont aussi des gens de couleur, libres. Donc, on voit les différentes strates, et ça permet de penser une population, et pas juste en termes d'insertion, d'invisibilité, au terme d'un espace urbain qui est très restreint, puisque les gens se connaissent. Les rues sont étroites. On a les lieux, et les lieux existent toujours, et on a les noms des maîtres, des
propriétaires, des parents. Donc ça permet, et moi c'est ce qui m'intéresse, ça permettra à terme de mettre tout un tas de réflexions, mais moi c'est plutôt de l'histoire sociale qui m'intéresse, et de ne pas penser cette catégorie de métissage et d'invisibilité comme on le pense souvent. La question à laquelle on n'a jamais répondu, que sont devenus les 300 000 esclaves qui arrivent en Europe du Sud. Donc on peut faire plein d'hypothèses, mais si on les voit à l'œuvre, on rentre dans les catégories qui sont les catégories de l'époque, et pas les catégories d'invisibilité qui sont celles d'aujourd'hui, qui est la blancheur. Donc c'est ce qui m'intéresse, et à terme, j'espère, voilà, en juin, puis ensuite ça sera mon habilitation, et le projet jusqu'à ma retraite, j'aurai une base de données qui ira à l'encontre de ce qui se produit sur Slave Wages, où là on compte des gens, et là on sera dans du qualitatif des voix. Donc je pars de ce terrain, et j'ai déjà trop parlé, pour vous dire, alors qu'est-ce qu'on a? On a, dans cette documentation qui s'appelle Summary 99, on a près de 71 000 procès. Et parmi ces 71 000 procès, 2700 concernent des gens de couleur. Donc c'est extrême, mais c'est pas quelque chose qui est spécifique aux gens de couleur. C'est important de dire, c'est spécifique, et là on voit toutes les justifications, je ne vais pas revenir dessus, c'est des gens qui ne sont pas nés à Lisbonne. Et donc la question qui se pose, c'est devoir justifier un statut d'étranger, de non naturel. Le terme qui apparaît, c'est de non naturel, on voit toutes les justifications. Hein, et, la personne soit née dans le nord du Portugal, elle est là. Si elle veut se marier, il faut qu'elle produise des bancs. Et quand on n'a pas les bancs, c'est-à-dire tout ce qui est certificat de baptême, quand on n'a pas les documents, qu'on ne peut pas se les procurer parce qu'on est trop pauvre, on ne peut pas revenir, il y a une enquête qui est menée systématiquement, quel que soit le statut d'un individu libre ou esclave. Et parmi ces personnes qui sont concernées par cette obligation de produire une justification, il y a les esclaves, puisqu'ils sont nés hors du royaume. Et ils mettent en avant le fait qu'ils sont gentils, nés de parents, alors on pourrait dire païens, mais c'est quelque chose d'extrêmement important de justification. Pour ces individus qui sont au Portugal depuis 20-25 ans. Donc on est dans des individus qui sont arrivés jeunes. Ça, c'est aussi un fait qui me semble important, c'est-à-dire que cette documentation, elle va jusqu'aux années 1800, et elle commence en 1600. Et donc, bien sûr, sur cette longue durée, il y a des changements politiques. L'un des changements majeurs, et on le voit dans la documentation, c'est qu'à partir de 1761, le Portugal devient un pays de sol libre. En principe, on ne peut plus introduire d'esclaves. Les esclaves arrivent, on les voit ici, ils arrivent, mais on leur donne des lettres d'affranchissement qui sont des contrats d'engagement. Et les procès changent, puisque les individus ensuite luttent pour ne pas être redéportés, puisque comme on ne peut plus avoir d'esclaves, on les réexporte vers le Brésil. Et tous les procès sont des procès qu'on va retrouver ensuite, sont des procès pour ne pas sortir de l'esclavage, mais pour avoir le droit de ne pas retourner à la plantation, ou d'aller à la plantation. Et ça, c'est un critère extrêmement important. Et l'autre rupture majeure dans cette chronologie, c'est 1774, qui est la loi du ventre libre, qui correspond, et ça c'est extrêmement important, cette même année, à la fin des distinctions entre vieux et nouveaux chrétiens. Puisque l'esclavage se transmettait de façon biologique par le ventre de la mère sur 4 générations. Ce qui faisait qu'en 1800, il y avait encore des esclaves, puisqu'ils étaient nés d'une mère esclave. Et en 1774, donc, il y a une législation qui dit, voilà, nous sommes devenus une société civilisée. Dans notre société, on ne peut plus avoir des esclaves par la naissance, tout comme on ne peut plus avoir de gens, on distinguerait, par la naissance, vieux et nouveau chrétiens. Donc on abolit cette même année ces deux distinctions. Donc on voit très très bien le discours sur le sang, à la fois produit sur la descendance de l'esclave et sur la descendance de celui qui a été néo-converti. Donc ces deux juxtapositions sont importantes. Et donc là, on est clairement dans des distances de légitimité. En disant, voilà, je ne peux pas produire les points. Et je vais par contre produire un témoignage qui va être vérifié par des témoins et par l'Église. Et donc, pour aller très très vite, comment se produit et ces procès sur, on est sur 2 siècles, c'est énorme, ils ont tous la même construction. Donc c'est les contractants qui vont devant. Alors il se passe à Lisbonne, et pourquoi on en a qu'à Lisbonne? Parce que Lisbonne, à partir de 1712, est le seul lieu en Europe où légalement on peut introduire des esclaves. Puisque là, un peu comme on va le faire plus tard dans d'autres espaces, il y a un contrôle qui est fait pour demander si ce sont des esclaves de guerre juste. On a ces enquêtes, on leur demande, est-ce que vous avez été capturés de guerre juste? Et on a aussi, alors j'ai un peu de travail là-dessus, je l'avais présenté, on a toutes ces enquêtes, on demande aux esclaves, voilà, qui a été votre précédent maître?
Et là, on voit que ces esclaves, ils ont un long parcours, parce que j'ai eu un maître musulman avant, qui m'a capturé. J'ai vécu chez lui, et ensuite, je suis arrivé sur la côte, ensuite, j'ai eu un maître portugais, qui est celui que j'ai actuellement. Donc, il y a tout ce discours de justification. Alors, il y a bien sûr des choses sur 2 siècles qui sont des choses, alors, où les esclaves sont dans des stratégies. On sait comment on va aboutir le procès si on répond à telle question. Hein, c'est des questions préformatées, on le voit, qui répondent à cette demande et qui sont dans ces stratégies. Alors mais c'est important de sortir de l'esclavage, mais alors de devenir des esclaves de maison, hein, avec la signification que ça a dans une société ibérique, aussi dans une société africaine. Le terme servus, c'est celui qui ne peut pas être revendu hors de la communauté. Ça, c'est extrêmement important. Dans ce cadre-là, parce qu'on a acquis les droits. Qui serait l'esclave de maison. Donc on est un procès qui se déroule de différentes, toujours selon la même procédure. Donc les 2 contractants et les esclaves, voilà, il part du principe, voilà, il vient devant l'Église et il y a une institution religieuse qui me semble alors le patriarcat de Lisbonne. Donc les esclaves se déplacent et le Dieu existe toujours. Et il y a un vicaire qui est là, qui recueille ces témoignages et qui les enregistre. Donc il demande à la fois à ce que leur mariage, parce qu'ils veulent se marier, donc là je vous laisse rapidement lire, voilà. Et donc ils savent que le maître va les empêcher de se marier, parce qu'ils sont la propriété de quelqu'un. Et donc ils demandent l'intersection, que l'Église, elle, prenne position sur ce qui est un droit. Ils ont le droit, mais en même temps ils sont la propriété de quelqu'un. L'Église doit délibérer s'ils sont devenus de bons chrétiens. Et donc, il faut, et là, à la fois qu'ils prouvent que pendant ces 20 années, parce qu'on est au bout de 120 ans, et ils remontent toute leur vie en disant, voilà, moi je peux aujourd'hui remonter parce que ça fait 20 ans, et je suis passé par ces âges de la vie chrétienne, notamment. Donc on leur demande, ils demandent donc à cette institution qui est l'archevêque de Lisbonne, de vérifier qu'ils ont tous les sacrements. Et de leur dire que s'ils ne peuvent pas se marier, pourquoi? Donc on est sur la base d'une base du droit romain, en disant voilà, j'ai fait les différents étapes, je suis un bon chrétien. Par contre, je suis esclave. Qu'est-ce qui m'emporte? Le fait que je sois un bon chrétien ou que je sois la propriété de quelqu'un parce que mon maître ne veut pas que je me marie. Donc il y a toute une procédure où il faut produire ensuite des témoins et où les 2 contractants viennent. Alors ils insistent sur 2 faits. Le fait, c'est qu'ils sont arrivés enfants. Et donc, qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient alors non chrétiens. Ils sont arrivés enfants et donc ils ont une macule, et la macule, c'est la macule de l'enfance, qui peut se racheter. Et la deuxième chose, ils insistent tous sur le fait qu'ils sont, alors parfois, on le voit très bien, c'est une construction, puisque quand on leur demande le nom de leur parents, je ne sais pas. Et ils insistent sur le fait, quelque chose que l'Église ne pourra pas trouver, qu'ils sont nés de parents gentils. Donc sans macule. Sans macule dans la conception portugaise. Et je voulais insister sur le fait que j'ai réduit aussi mon intitulé, je suis sur Lisbonne, et Lisbonne, c'est un cas spécifique en fait. Je ne sais pas si on peut le reproduire à l'échelle ibérique, peut-être, mais sur Lisbonne parce qu'il y a ces institutions qui sont créées. C'est un espace de centralisation. Donc ils insistent sur le fait qu'ils sont gentils, et ils vont le dire, voilà, gentils, de toute façon, c'est pas comme les juifs. Le terminal, parce que gentils, nous ne sommes pas nés dans le péché, tel qu'il est conçu dans l'Ancien Testament. Et nous pouvons devenir, et on le trouve dans d'autres documents, des blancs, parce que nous pouvons vivre comme des blancs, c'est-à-dire comme des chrétiens nés ici, dans cette conception-là, qui n'est pas une conception coloriste de l'approche du péché et de la macule. Donc ils insistent sur le fait qu'ils sont gentils et qu'ils ont été baptisés. Alors lui, dans ce cas, il est né à Goa. Et donc, il a à l'âge de 3 ans, il a été baptisé sur place par un maître portugais. Il y a vécu et quand elle a eu 16 et 17 ans, ce maître l'a ramené à Lisbonne. Parce que Goa, ancienne colonie portugaise, c'était même la capitale de l'Empire à un moment donné, plus que le Brésil. C'est là où les choses se jouaient. On avait reconstruit. Goa, c'était la deuxième Lisbonne. On voulait faire de cette société une société chrétienne, purifiée par rapport à la péninsule ibérique, où là, il y avait on parlait même de ces religions infectes. On pouvait reconstituer une noblesse plus pure, parce que
le premier discours sur l'expansion portugaise, c'était de transférer la capitale de l'Empire à Goa et de faire de Lisbonne une annexe. Alors, ça n'a pas fonctionné et on a créé une vice-royauté dans les années 1500 parce que c'était là où devait être le cœur de l'Empire. Et où la noblesse, un avocat, c'est le numéro 2 d'un royaume, devait reproduire des lignages purs. Donc les choses ne fonctionnent pas et donc il insiste sur le fait, qu'il a toujours été, depuis qu'il a été baptisé, vécu en espace de chrétienté, qu'il n'est jamais retourné en terre d'islam ou de judaïsme, et qu'ensuite, il est dans le péché, parce qu'il est à un âge où il doit se marier, et que la vie est ce qu'elle est, il veut fonder une famille, et donc si son maître lui interdit, il sera dans le péché. Donc l'Église, il faut qu'elle statue sur le fait que, est-ce qu'un esclave chrétien a le droit de se marier et aller à l'encontre donc du droit de propriété? Et est-ce que l'Église peut tolérer que quelqu'un quitte dans le péché charnel? Puisque ça, c'est la nature. Et donc, il insiste sur le fait que les maîtres ne veulent pas les libérer, alors, pas parce qu'ils sont esclaves, mais parce qu'il y a des servitudes qui reposent sur le fait d'être esclave. Quand on est esclave, on a des servitudes. On doit être au service d'eux. Et il y a d'autres textes qui sont extrêmement intéressants qui disent, voilà, ce qui se joue c'est à la fois le service de Dieu et le service du maître. Et ces deux notions sont importantes et on retrouve dans toute cette analogie. Voilà, j'ai bien conscience que je suis au service de quelqu'un. Je suis esclave. Serviteur, on va dire servus. On va revenir sur la terminologie. Mais je suis aussi au service de Dieu. Donc il y a tout ce qui se joue, et alors je vais aller très très vite. Ensuite, il y a donc, la Catherine qui vient, qui insiste aussi sur le fait, et là on le voit, c'est quelqu'un qui vient de Goa, et qui va être dit noir, on va le voir, Preto. On va voir quoi ça voit. Elle, donc la contractante, elle est née en Angola, ainsi sur naturellement. Le terme africain n'apparaît jamais. Hein. Et d'où elle est venue, comme Mossa, et j'insiste toujours sur le fait que j'étais, et ces termes sont importants parce que j'étais d'une certaine façon influencé, je n'étais pas conscient. Et c'est en Europe où je suis devenu, et le terme est là, libre. Parce que libéré, c'est je suis devenu instruit dans la religion. Donc je ne dois pas payer pour ce que je ne suis pas. Et donc il s'inscrit donc, dans ce discours en disant, voilà, de toute façon, le maître va utiliser la malice, c'est-à-dire cela. Y compris, on le voit dans beaucoup de textes, c'est la ruse, il y a de la violence qui arrive. Donc il y a tous ces rapports domestiques qui se jouent parce qu'on est dans un esclavage de maison. Ce qui est l'esclavage de 95% des esclaves en Europe. Parce que même les esclaves qui travaillent dans les champs sont des esclaves de maison. Alors l'esclave de maison, c'est un esclave qui ne peut pas avoir sa maison, qui vit dans une famille. Alors j'avance et comment ça se passe très souvent, donc les procès durent 20 jours, et ils aboutissent tous. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc il y a une logique derrière qui fonctionne, qui n'est pas juste la logique, parce que les maîtres sont des puissants. Et très souvent, ils vont devant l'Église en disant, mais c'est ma propriété, j'ai le droit. Donc cette logique du discours fonctionne. Et de la justification par à la fois le péché de la chair, par le fait qu'on est né ingénu, je renvoie à ingénu, c'est-à-dire qu'on est né dans la méconnaissance de la religion, mais qu'en même temps on a adhéré au sacrement. Et donc ça finit par des témoins qui viennent dire, voilà, moi je l'ai connu, et ce qui est assez aussi fascinant, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui sont devenus libres entre-temps et qui sont arrivés en même temps. Ces esclaves à bord du même navire, c'est le cas ici, en disant, voilà, je l'ai connu quand il avait 5 ans, ou je le connais depuis 5 ans, qu'il avait une bonne, et d'autres, j'ai embarqué en même temps avec lui. Alors ça finit, donc c'est des procès qui ont une dizaine de photos, ça finit très souvent dans ceux que j'ai commencé à consulter sur à la fois l'approbation, qui est le fait que les bans ne vont pas être publiés, mais que le mariage est autorisé. Et donc que les contractants peuvent quitter la maison de leur maître. Ce qui se joue là, c'est ce qu'on va appeler, et ce qu'on appelle dans le droit de la famille, le droit de s'émanciper. Et qui est différent du droit d'être libre. On s'émancipe parce qu'on est devenu majeur. Et tout ça, ça se joue dans ces interstices. On est devenu majeur parce qu'on est devenu un être de raison. Et parce on n'est pas juste là en train de réciter. Et c'est comment ce que c'est. Il y a toute une enquête qui est faite. On sait à quoi ça correspond. Donc derrière, il y a le curé et le cadre géographique est important. Le curé de la Fréguesie, de la paroisse. Ces esclaves s'inscrivent dans un territoire très restreint, une quinzaine de rues. Il y a 20 paroisses à Lisbonne, et chaque paroisse, Fréguesie, est à la fois une juridiction civile, mais aussi une juridiction religieuse. Ces esclaves fréquentent
et ils sont connus du curé. Et donc le curé témoigne en disant, voilà, Louise vient tous les dimanches à la messe. Elle s'est confessée lors de la carême, ça c'est important, se confesser. Elle a confessé ses péchés. Et donc je ne vois aucune opposition à ce qu'elle se marie. Et donc j'accepte de publier les bans ou de témoigner après le mariage, parce que sinon le maître peut s'opposer. Et il renvoie à ce qu'on appelle les constitutions. Alors qu'est-ce que c'est que ces constitutions? Elles sont publiées dans les années 1640, mais elles sont déjà là en place plus tôt. La grande différence, c'est que les esclaves ne peuvent pas se marier sans être au préalable examinés. Il y a une enquête. On est tout le temps dans le soupçon. Et donc, il y a quelque chose qui est extrêmement précis. L'enquête, elle est là. Donc, on parle du classique. Et c'est aussi donc l'un des articles de cette constitution. Il n'y a pas, selon la Cour de Saint-Paul, on va revenir à Saint-Paul, c'est important, on se base sur les textes et la doctrine, il n'y a aucune différence entre les personnes libres et les esclaves qui les empêcherait de se marier, de vivre alors, comme des blancs, c'est-à-dire d'avoir des maisons et de constituer des familles, et d'avoir des enfants. Et ça, c'est important. D'user les sacrements, les moyens nécessaires à la salut. Donc, il est certain que les esclaves, hommes et femmes, peuvent se marier en toute validité, non seulement comme les autres, mais aussi comme les libres. J'insiste. Pas seulement comme les hommes, mais comme les libres. Et que de ce point de vue-là, on ne doit pas faire de différence. Par contre, l'enquête qui doit mener au mariage, elle est totalement différente. Et donc, nous demandons aux prêtres, aux recteurs du Caire, que les discussoires soient examinés pour vérifier s'ils connaissent la doctrine chrétienne. Donc, le Notre Père, l'Ave Maria, le Credo, les 10 commandements de Dieu et de l'Église, s'ils comprennent l'état du mariage sacré qu'ils veulent prendre et s'ils ont l'intention d'y rester pour ce de Dieu. Et donc, c'est une enquête qui se fait en langue portugaise. Donc là, c'est aussi un cas important. On est dans des esclaves qui se définissent plus comme africains. Ça, c'est le passé. Ils se définissent comme membres de la communauté, car naturels de cet espace. Il n'y a pas d'interprète, pas d'intermédiaire. Ils parlent le portugais et eux-mêmes témoignent en portugais. Et on a toute une... Alors, je ne sais pas si vous avez une communauté, parce que ces gens viennent de différents espaces. Il n'y a pas de solidarité. Mais dans tous ces procès, ceux qui témoignent sont des gens de couleur. Et des gens de couleur, c'est important qu'ils sont libres ou affranchis. Il n'y a pas d'esclaves qui témoignent, comme témoignent d'autres esclaves. Donc, c'est une procédure qui est réglée et qui fonctionne à l'échelle de ces paroisses. Alors, ces paroisses, c'est à la fois des circonscriptions religieuses. C'est ce que dit Tamara Exorcella. Bon, à un moment donné, on travaille, on paye les taxes, les impôts. Donc, ça vous donne certains droits. Et c'est là aussi où on est baptisé. C'est là aussi où on va se marier. Et c'est là aussi où on va être enterré. Donc, ça vous donne un droit du sol, qui est le droit, progressivement, d'être une fléguise, le terme fléguise aujourd'hui, c'est-à-dire d'être quelqu'un que l'on connaît. Et au-delà de quelqu'un connaît, c'est quelqu'un qui est d'ici, de là. Donc, ça marque ces deux, à la fois ancrage par l'impôt qu'on paye, aussi l'ancrage par le lieu où on va mourir et être enterré. Et donc, on retrouve ces termes, ils sont importants. Donc, les termes, j'ai un peu perdu mon texte et je vais faire Jacqueline. Maintenant. 3 minutes. Le terme de la famille et les termes de la famille se rejoignent de l'esclavage. Donc, le terme pour dire celui qu'on réduit en esclavage, c'est Elfiad. C'est le filleul, c'est celui qu'on prend pour fils. Mos, c'est celui qui est votre enfant. Et c'est le terme pour dire un jeune enfant. Criado, le domestique, c'est celui qu'on élève chez moi, qu'on est les créatures, celui qu'on éduque. Donc on voit très très bien, et serve, c'est celui qui vit dans la maison. Donc on voit très très bien que ça renvoie à l'imaginaire de ce que c'est, ce qu'on appelle la famille élargie, et de la case, la maison, comme cadre intime. Et cet imaginaire, il n'est pas juste réduit à la maison du maître, il est réduit à la ville, comme espace, qui est un espace de maison où on vit. Donc on voit ces imaginaires qui se colportent de la famille sur l'esclavage, parce que les termes sont les mêmes. Et ensuite, et on le voit très très bien chez le terme de l'éducation qu'on donne à la maison qui fait de vous quelqu'un de libre. On le voit chez Erasme, qui dit voilà, les enfants qu'on éduque, au départ, ce sont des sauvages. Ils deviennent des libéris, parce qu'ils sont capables. Au départ, ils sont comme des esclaves, mais ils sont ensuite, par l'éducation, capables d'être dissemblables des serfs, des serviles. Et donc, on en fait des gens instruits qui quittent l'étape de bête brute. Donc, cette lecture est importante et
ça renvoie à toute cette question ensuite de la génération. Et y compris des catégories qui se construisent par rapport à votre éloignement ou votre proximité. Donc, qui sont à la fois des catégories de couleurs. C'est important, la couleur est importante. C'est un marqueur qui est indélébile dans cette société. Mais le terme negro, très souvent qu'on peut confondre avec preto. Pour ces individus, il sera important, et dans ces procès, on le voit. Negro, ça veut dire africain. C'est celui qui vient d'arriver brut. Preto, et le rwandais disent, preto, ça veut dire africain, c'est celui qui se rapproche. C'est-à-dire, on est la deuxième, troisième génération. Ce qui veut dire que derrière, c'est des gens qui sont chrétiens, qui ont un nom chrétien, qui, d'une certaine façon, vivent au milieu des Blancs comme les Blancs. Par contre, ils ont une couleur immaculée. Ils le revendiquent, ou en tout cas, on leur fait reconnaître qu'ils sont immaculés. Le terme folo, très souvent associé à affranchi, c'est celui qui a quitté la maison du maître, donc qui est émancipé. D'où la jonction qu'on fait souvent esclave folo, un esclave pas affranchi, mais un esclave libéré au sens où on entend Erasme, c'est-à-dire qui peut vivre sa vie. Et c'est une notion importante, et ça dit souvent que je peux vivre ma vie, c'est-à-dire que je suis capable de fonder une famille économiquement et je suis apte à éduquer les enfants dans la religion. Et il faut vraiment que je le dise, et après tous les termes qui renvoient aussi de l'impureté, le terme mulâtre, il faut le concevoir comme une question de bâtardise, de légitimité, qui est là, et pas juste une question de couleur. Et ça, c'est extrêmement présent. Gentil, on trouve parfois le terme gentil civilisable. Gentil, c'est la personne brute. Et parfois, on met civilisé à côté, qui renvoie à ingénu. Donc, c'est celui qui ne sait rien, mais qui est sans macule, mais qui ensuite peut pas passer par ces différentes phases. J'ai pas le temps. Alors, en quoi c'est important pour penser? Il faut penser ensemble deux formes de domination. Celle qui est produite par l'univers de la maison, de la famille, tel qu'il se comprend dans une société de la dépendance, où les esclaves sont des esclaves de maison, qui sont destinés à être là. Et toute l'attention est quand le maître veut revendre, pour tout un tas de raisons, son esclave hors du cadre de la chrétienté. Et de l'autre côté, voilà, on arrive à cette constitution de 1789, où en principe il y avait des serfs, qui dit voilà, chez nous, dans notre société, il y a des libres et des servis. Alors qu'est-ce que c'est que les servis? Le terme servi, on peut traduire par esclave, il dérive de deux notions dans une société ibérique. Il dérive de servando, c'est ceux qu'on a gardés en vie, donc c'est les esclaves, les captifs de la guerre juste. Donc c'est des étrangers qu'on intègre dans la société, comme on est une société charitable, on ne les tue pas. Donc ils sont chez nous. Où il vient de servando, c'est des gens qui sont à notre service, comme une société, de statut, de conditions. Il y a des gens qui sont nés pour servir. Et dans un chapitre commun, d'ailleurs, ça a toujours fonctionné, y compris depuis l'époque médiévale, avant l'esclavage africain, puisque les Juifs et les musulmans, ils ont pu vivre dans notre société, à la fois en tant qu'ennemis, mais aussi en étant à notre service. Et ça, c'est une société qui est une société, il va le dire, ordonnée. Et si on remet en cause cet ordre naturel, et si on va vers une société de citoyens, la société telle qu'elle est dépensée par Dieu, elle tombe d'elle-même, puisque chacun, par sa naissance, doit être à une place. Et donc, il dit, voilà, dans notre société, ce qui fait cette différence, il y a des gens qui naissent esclaves. C'est la guerre. Il y a ceux qui le deviennent parce qu'ils ont une condition économique, une macule, et très vite, il va faire le lien plus loin entre des métiers et une couleur de peau. Il y a des métiers qui sont des métiers réservés à des gens qui ont une macule servile et donc une macule de couleur. Il dit, voilà, il n'y a aucune différence à la fois entre des gens qui sont libres et des gens qui sont esclaves. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui sont esclaves par le droit des gens, la guerre. Et ça, c'est des prisonniers. Et ils sont là. Ils sont des étrangers. Et ils vont pas devenir des naturels parce qu'ils sont étrangers à la base. Et il y a ceux qui deviennent par le droit civil, par le fait que leur condition en fait des serviteurs. Et entre le droit et la condition, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est qu'il y a des métiers qui sont des métiers réservés aux gens purs. Et donc cette pureté, elle se redéfinit, et vraiment pas le temps, elle se redéfinit au XVIe siècle. Puisqu'on va remonter au code digotique. Dans notre société, il y a des gens qui étaient des captifs, qui donnaient naissance, et le terme il est important, et là je n'ai pas le temps de fouiller, qui donnent naissance à ce qu'on appelle les espurius, des bâtards, des impurs. Et ces impurs, ils ne peuvent pas exercer certains métiers. Et donc c'est le roi Don Manuel qui récupère toute la législation des ordonnances chrétiennes de la fondation du royaume, il récupère le droit visigotique en disant voilà, je vais établir la liste des 50 familles.
qui sont pures et légitimes. Et de ces familles, elles ont la noblesse. Et donc, c'est ces noms qui sont mentionnés à Sith. Et ces familles, elles doivent exercer le pouvoir parce qu'elles ont la noblesse. Ceux qui arrivent après sont considérés comme étant au service de ces familles et ils leur sont réservés les métiers manuels. Et donc, cette association qui se met entre, par exemple, porteurs d'excréments, porteurs d'eau et nègres, noirs, étroitement liés, à cette macule véhiculée par l'esclavage et à ces métiers qui sont des métiers impurs. Et donc ça fonctionne, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais j'avais une dernière citation, mais je vais finir là, cette logique, c'est une logique à la fois du droit familial et d'un discours sur ce que transmet la servilité en termes de macule. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop confus. Et merci.